Alors, on va corriger ce premier DM de l'année. L'exercice 1 pour commencer. Donc ce DM, comme je vous l'ai dit, il est là pour mesurer un petit peu ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, comment vous le faites, de façon à ce que moi je puisse un petit peu adapter ce que je vais vous raconter tout au long de l'année. Il s'agit d'une épreuve de bac, l'exercice 1 en tout cas, un peu ancienne, mais qui, comme toutes les épreuves de bac, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout là, vous n'étiez pas en temps limité. Donc on nous donne une fonction qui dépend de deux paramètres A et B, et finalement, dans la première question, on nous demande de déterminer cette fonction. Donc soit f' est la dérivée de f, déterminer f' de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Bon, je vais quand même préciser que f est dérivable sur R+, puisque la forme qu'on nous donne de f, c'est le produit et la composée la composée d'abord même et le produit ensuite de telle fonction. En tant que produit, alors si on veut même être rigoureux, il y a la somme avec la fonction constante égale à 3, enfin bon, c'est pas elle qui va nous gêner pour la dérivabilité, en tant que produit est composé de telle fonction. Voilà. Pas la peine de vraiment approfondir les choses, on consacrera, comme je l'ai dit, un chapitre à la dérivée dans lequel on approfondira ce genre de questions. Donc je me donne un réel x appartenant à R+. Eh bien f' de x, donc ax plus b, qui est une fonction affine, la fonction qui a x associée à x plus b, va se dériver en a, multiplié par ma deuxième fonction exponentielle de moins x sur 3, plus ax plus b, que je vais multiplier par la dérivée de l'exponentielle en question. Donc une fonction du type exponentielle de u se dérive en u' exponentielle de u, donc u' multiplié par exponentielle de u. Plus la dérivée de ma fonction constante égale à 3, c'est la fonction nulle. Quand on a ce genre de fonction, il est de bon ton de mettre l'exponentielle en facteur. Donc c'est ce que l'on va faire. Facteur donc de a plus, on n'oublie pas ça, donc moins un tiers de ax plus b. Ce qui nous donne, donc j'aurai toujours mon exponentielle en facteur que j'écrirai derrière, parce que je trouve ça plus joli. Donc je vais avoir moins un tiers, donc moins a sur 3 x. Je vais avoir moins b sur 3, et j'ai mon plus a. Tout ça facteur de exponentielle de moins x sur 3. Voilà mon f' de x. Pour tout x appartenant à R+, voilà ce que je peux conclure. La question 1a est terminée. Regardons la question 1b. On nous demande finalement de montrer que a égale 1, b égale moins 1, en d'autres termes, de trouver a et b. Ok. Bon. Comment trouver a et b? Je sais que ma courbe passe par le point de coordonnées 0, 2. Donc, je sais donc que f de 0 est égal à 2. Et donc, comme j'ai la fonction f, j'aurai que a fois 0 plus b exponentielle de moins 0 sur 3 plus 3 est égal à 2. Après calcul, a fois 0, ça me fait 0. Là-dedans, il va me rester b. L'exponentielle de 0, elle vaut 1. J'ai donc b plus 3 qui est égal à 2. Ce qui revient à dire que b est égal à moins 1. J'ai la valeur de b. Maintenant, le problème, c'est comment trouver la valeur du coefficient a. Et pour ça, on nous donne une autre information. On nous dit que la fonction f admet un maximum au point d'abscisse 4. Lorsque vous avez un maximum qui ne se situe pas sur une des bornes de l'intervalle, eh bien, nécessairement, vous avez la dérivée qui s'annule. Donc vous avez ici f' de 4 qui vaut 0. Ce qui revient à dire, et c'est pour ça que c'était important d'avoir calculé la dérivée au-dessus, donc moins a sur 3 multiplié par 4, moins b, alors b maintenant je sais que c'est moins 1, plus a, dont je ne connais toujours pas la valeur, multiplié par exponentielle de moins x sur 3, de moins x
je sais que x, cette fois, vaut 4, est égal à 0. C'est un produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire, soit vous avez le facteur avec les a et ainsi de suite qui vaut 0, soit c'est l'exponentielle. Mais on sait que l'exponentielle ne peut jamais s'annuler. Donc ça revient à dire que, alors, si je fais ce calcul, je vais avoir moins 4a sur 3, moins 1 tiers, donc plus 1 tiers, plus a, est égal à 0. Alors je vais directement au même dénominateur, voilà. Et je vais résoudre cette petite équation. Donc je vais avoir moins 4a plus 3a, ce qui va me donner moins a, plus 1. Le tout sur 3 est égal à 0. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul sans que son dénominateur le soit. Ici le dénominateur c'est 3, donc pas de problème, 3 ne peut pas s'annuler. Et donc on obtiendra que moins a plus 1 est égal à 0, ce qui revient à dire que a est égal à 1. On a donc deux choses, a égale 1, b égale moins 1, ça tombe bien. C'est exactement ça qu'il fallait trouver. Et voilà pour cette première question du premier exercice. Deuxième question. Déterminer la limite de f en plus l'infini, en déduire l'existence d'une asymptote, étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote. Cette question-là, elle est assez longue. Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, déterminer la limite. Alors notre fonction, c'est la fonction suivante. Donc la fonction qui a x associe x moins 1 multiplié par exponentielle de moins x sur 3 plus 3. En fait, c'est la fonction dont on nous parlait avant, dans laquelle on a directement remplacé a par 1, b par moins 1. Donc finalement, on connaît déjà sa dérivée, ça va nous servir, je pense, un petit peu plus loin. Ça ne va pas nous aider pour les limites, mais pour l'étude des variations dont il est question à la 2b, ça va sans doute nous aider. La limite en plus l'infini. Donc si je regarde cette chose-là, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? En plus l'infini, vous avez ici donc moins x plus 1 qui va tendre vers plus l'infini. Donc cette chose-là tend vers plus l'infini. Le moins x sur 3 qui est là, lui, tend vers 0. Donc globalement, mon exponentielle... tend vers 0. Je vais mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. Tend vers moins l'infini. Donc globalement, mon exponentielle va tendre vers 0. Et puis vous avez 3 ici, qui tend vers 3, mais ça ne va pas nous poser de problème. Et, souci, là, nous avons ici l'infini fois 0. C'est une fameuse forme indéterminée. Comment lever l'indétermination? Eh bien, si je me donne un réel x, je peux écrire que f de x, en développant, ça sera x multiplié par exponentielle de moins x sur 3, moins exponentielle de moins x sur 3, toujours plus mon 3. Si on regarde bien les choses, ça, pas de problème. J'ai dit avant que ça tendait vers 0, on le justifiera proprement après, ça tend vers 3, pas de problème. Et ici, j'ai toujours une forme indéterminée. Néanmoins, je peux bricoler un petit peu pour écrire les choses autrement. Je vais écrire ça autrement, donc je vais multiplier par moins 3, et derrière, je vais diviser en fait par moins 3, donc je vais multiplier par moins 1 tiers. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'écrire les choses de cette façon-là. On a bien compris que ce bloc-là, c'est pas lui qui va nous déranger. La multiplication par moins 3 ne nous gêne pas. Et maintenant, ce bloc-là, je vais l'étudier à part. Si je pose grand X égale moins X sur 3, on peut remarquer que moins X sur 3 exponentielle de moins X sur 3 est égal à grand X exponentielle de grand X. Avec quelle information? Eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de grand X, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur 3, qui vaut moins l'infini. Et grâce à une propriété qui s'appelle les croissances comparées, alors
on en reparlera plus tard cette année. Hein. Ça va même arriver un petit peu assez rapidement. On sait que la limite, quand grand X tend vers moins l'infini, de x exponentielle x, vaut 0. On en déduit alors puisqu'on est bien dans cette situation, hein, le grand X tend bien vers moins l'infini, on en déduit alors que la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, de moins x sur 3 exponentielle de moins x sur 3, vaut 0. Et donc finalement, qu'est-ce que l'on a? Ce bloc-là, on vient de justifier qu'il tendait vers 0, multiplié par moins 3, ça ne change rien. Ce morceau-là, on a dit avant qu'il tendait vers 0, ce morceau-là, on a dit qu'il tendait vers 3. Et donc finalement, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 3. Ça, c'est, je pense, la partie la plus difficile à bien justifier dans cette question-là. On déduit l'existence d'une asymptote. Dès lors que vous avez une limite en plus l'infini ou en moins l'infini qui vaut un nombre fini, eh bien vous avez l'existence d'une asymptote. Donc la droite delta d'équation y égale 3 est donc asymptote horizontale à la courbe C en plus l'infini. C'est une simple conséquence de la limite. Maintenant, étudier la position relative. Savoir étudier la position relative, c'est quelque chose d'assez important. La position relative, c'est dire, est-ce que la courbe est au-dessus, ici de la droite, ou est-ce qu'elle est en dessous? Comment est-ce qu'on étudie ça? Pour étudier la position relative, de la courbe C et de l'asymptote delta, on va étudier le signe de f de x moins ce qui représente la droite, c'est-à-dire son équation, c'est-à-dire moins 3, pour x appartenant à R+. Donc, dès lors qu'on va utiliser un x, je le quantifie, soit x appartenant à R+, et je vais calculer f de x moins 3, dans l'espoir de déterminer son signe. f de x moins 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x moins 1 exponentielle de moins x sur 3, plus 3 moins 3, c'est-à-dire x moins 1 exponentielle de moins x sur 3. Or, ici, vous avez une exponentielle, donc ce bloc-là, il est forcément strictement positif. Tout va dépendre du signe du x moins 1, qui sera donc du même signe que x moins 1. Or, x moins 1 est positif si et seulement si x est plus grand que 1. On peut faire un petit tableau de signes rapide. Je suis sur 0 plus l'infini, on va avoir un changement de signe en 1. Je peux mettre mon signe de x moins 1, ce qui va me permettre derrière d'en déduire la position relative de la courbe C et de la droite delta. Donc positif si x est plus grand que 1, sous-entendu négatif avant. Quand c'est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x moins 3 donc, est négatif, ce qui revient à dire que f de x est inférieur à 3. La courbe, donc représentée ici par le nombre f de x, est inférieure au nombre 3 qui représente la droite. Donc ici, C est en dessous de la droite delta. En 1, les deux se coupent. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, comme c'est positif, on a le contraire. f de x est supérieur à 3. Donc f de x qui représente la courbe va être au-dessus de son asymptote. C est au-dessus
de son asymptote. Voilà pour les positions relatives. Question d'après, donc c'est une question assez longue celle-là. Hein. Question d'après, donc, étudier le sens de variation. D'après la question 1a, pas la peine de recalculer la dérivée. Hein. Pour tout x appartenant à R+, j'ai calculé f' de x. Alors certes, on l'a calculé avec a et b. Je remonte un petit peu. C'est là. J'ai simplement à remplacer a par 1, b par moins 1. Donc je vais avoir moins 1 tiers de x. Ensuite, moins 1 tiers, donc plus 1 tiers. Et puis c'était plus a, hein, donc plus 1, multiplié par exponentielle de moins x sur 3. Comme ça, je vais bien vérifier que c'était bien plus a, oui. Comme ça, je ne recalcule rien. Ce qui me fait donc moins 1 tiers de x, plus 1, donc 3 tiers, plus encore 1, donc plus 4 tiers. Exponentielle de moins x sur 3. Je peux même mettre 1 tiers en facteur. Ce qui me donnera moins x plus 4, exponentielle de moins x sur 3. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que tout va dépendre du signe de moins x plus 4. L'exponentielle est toujours positive, le 1 tiers est positif, et donc du même signe que moins x plus 4. Ici, bien sûr, je peux me renseigner et savoir quand est-ce que moins x plus 4 est positif, ce qui va revenir à dire que 4 est plus grand que x, ou si vous préférez, que x doit être plus petit que 4. Ce qui me permet de bâtir mon tableau de signes de la dérivée, et donc mon tableau de variation de ma fonction. Je vais avoir x, je suis sur 0 plus l'infini, je vais avoir un changement de signe en 4, je vais mettre ici le signe de moins x plus 4, et ici je vais mettre les variations de ma fonction f. Donc, quand x est plus petit que 4, ma dérivée est positive. Quand x est plus grand que 4, elle est négative. Voilà mon sens de variation. La limite en plus l'infini, on a dit tout à l'heure que c'était 3. Je peux calculer, si je le souhaite, f de 4. Ce n'est pas forcément judicieux, mais je peux le faire. Remarquez au passage hein, qu'on retrouve bien le fait que f' de 4 est égal à 0 et qu'il y a bien un maximum. Ça nous était donné dans l'énoncé. On sait que f de 0 égale 2, donc même pas la peine de calculer ici, je peux directement mettre que ça fait 2. Et donc je vais avoir 4 moins 1, exponentielle de moins 4 tiers plus 3, c'est-à-dire 3 exponentielle de moins 4 tiers plus 3. Voilà mon tableau de variation complet. Troisième question. Écrire une fonction Python qui prend en entrée un entier de l'intervalle 0,8 et renvoie son image par la fonction f. Bon. Pour faire ce travail, je ne vais pas le faire dans l'éditeur, hein, je vais directement aller sur Python, comme ça on pourra l'utiliser. Donc voilà Python. Il me faut donc ma fonction f. Donc ma fonction f, je dois écrire une fonction en Python. Une fonction en Python, ça commence par le mot-clé def. La fonction, je vais lui donner un nom, par exemple f, et ma fonction, alors je vais peut-être agrandir ça un petit peu, vers un petit peu mieux. J'ai oublié de mettre ma variable d'entrée, donc x. Qu'est-ce qu'elle doit faire cette fonction? Eh bien, elle doit simplement me renvoyer la valeur de f de x, c'est-à-dire x moins 1 multiplié par l'exponentielle de moins x sur 3 plus 3. Et là, on voit qu'on doit utiliser l'exponentielle qui fait partie du module math. Donc il faut que j'importe mon module math. Voilà. Une petite sauvegarde. Alors, tac, tac. Hop.
1. Voilà. Et donc, j'exécute mon fichier, voilà. Et maintenant, si je veux calculer f de 0, par exemple, eh bien, ça fait 2. Ça marche très bien. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on me demande de tracer la courbe. Alors, je peux calculer à la main chacune des valeurs grâce à la fonction que je viens d'utiliser. f de 1, f de 2, et ainsi de suite. Bon. C'est un petit peu long. On peut être un petit peu plus malin. Alors évidemment, quand je dis un petit peu plus malin, c'est on peut utiliser Python de façon un petit peu plus approfondie, et en programmant, alors évidemment on n'a pas encore eu le temps de revoir les boucles, mais en tout cas, ceux qui se rappellent des boucles peuvent les utiliser. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une boucle pour. Donc je dois aller de 0 à 8. Donc for i in range 9. Qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Eh bien, je vais calculer f de i. Alors, est-ce que ça va s'afficher ça correctement? On va voir. Ça ne s'affiche pas. Voilà, on va générer un affichage. Voilà, ce qui me donne f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6, f de 7, f de 8. Vous remarquez que les choses vont se passer en fait entre 2 et 4. Quoi. Alors le print, il n'est pas tout à fait satisfaisant. Le meilleur serait de rentrer tout ça dans une liste en fait. On peut arranger les choses. Alors évidemment, tout ce que je vous montre ici fera l'objet de TD spécifiques, mais si vous les avez déjà vus l'année dernière, vous allez peut-être reconnaître des choses. Donc ce que je vais faire maintenant ici, c'est que plutôt que de faire un affichage, je vais dire que à ma liste L, je vais ajouter f de i. Voilà, je peux lancer ça. Je l'exécute, voilà. Et voilà ma liste L où je retrouve toutes mes valeurs ici, bon, qui ne sont plus en colonne, hein, mais qui sont en ligne, mais ça revient au même. Voilà. Donc, ce qui était attendu vraiment dans la question, voilà, ces trois lignes-là, c'est pour aller un petit peu plus loin et pour automatiser le travail. Mais ce qui était attendu, bien sûr, c'était ces trois lignes de code ici. Alors, ce qui est possible aussi, c'est de faire ça en 2 fois, de mettre par exemple ici R égale, et puis derrière, return R, ça fonctionne aussi. Voilà. Je reviens à ce que je mettais tout à l'heure, c'est un petit peu meilleur comme ça, à mon sens. Voilà, c'est bon, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc voilà ce qui était attendu. Bien sûr, alors je ne vais pas vous tracer la courbe à la main, ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais une fois qu'on a ici toutes les valeurs, qu'on les ait obtenues directement avec la liste, qu'on ait fait un print, ou alors qu'on les ait tous tapés à la main, on a toutes les valeurs, on les place dans un repère avec la bonne unité qui était mentionnée. Alors c'est vrai que l'unité est assez grande, et que si on veut aller de 0 à 4, il faut beaucoup de papier. Néanmoins, si on regarde les choses, ici nos abscisses, l'abscisse la plus petite, l'ordonnée la plus petite, pardon, c'est 2, l'ordonnée la plus grande, on n'atteint même pas 4, donc ça ne va pas se passer entre 0 et 4, mais simplement entre 2 et 4, ce qui permet de diminuer un petit peu la quantité de papier utilisée. Voilà pour cette question avec Python. Revenons au reste de notre travail. Passons donc à la dernière partie, la question 4. Les dépenses de téléphone en milliers d'euros d'une société sont consignées dans un tableau, voilà qu'on nous donne. On recherche une fonction en fait qui va modéliser ces valeurs. Donc il faut bien comprendre que les valeurs dans le tableau sont des valeurs qui ont été effectivement mesurées.
Et nous, on cherche une fonction qui va nous permettre de faire des projections finalement sur ce travail un petit peu plus long terme. On nous donne une définition dans l'énoncé. On nous dit qu'une fonction est acceptable si pour chaque valeur on a f de xi moins yi en valeur absolue qui est plus petit que 10 moins 1. Et on nous demande de représenter d'abord le nuage de points. Bon, même chose, ça je ne le fais pas, on vous donne les points, vous les placez dans le repère. Et en toute logique, vous devez obtenir quelque chose qui est assez proche de la courbe précédemment obtenue. Montrer que f est acceptable. Donc là, il y a pas mal de calculs à faire. Je ne vais pas tous les faire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais en faire un, et puis voilà. Je ne vous montrerai pas tous les calculs, ça n'a pas tellement d'intérêt de passer du temps à la correction pour ça. Donc, pour montrer que f est acceptable, il faut montrer, donc il faut que je marque on doit montrer que pour tout i dans 0, oui, il n'y a pas vraiment... On doit montrer que f de xi moins yi en valeur absolue est plus petit que 10 moins 1 pour chaque xi. Alors ici en fait le i il n'est pas bien défini, mais on le présente dans un tableau, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment besoin de parler de la variable, c'est pas ça qui est vraiment important. Et donc c'est-à-dire que pour chaque xi qui est dans le tableau, chaque yi qui est dans le tableau, on va devoir faire le calcul. Donc f de 0 moins la première valeur qui correspond c'est 1,97. F de 0, on l'a calculé tout à l'heure dans Python, on a trouvé 2, moins 1,97. 2 moins 1,97, ça nous fait 0,03, qui est bien plus petit que 10 moins 1, puisque 10 moins 1 c'est 0,1. Donc on l'a fait une fois, je vais le faire maintenant pour f de 1, moins la deuxième valeur c'est 3,02, et je trouve, pour f de 1 on avait trouvé 3, moins 3,02, ce qui nous donne moins 0,02 en valeur absolue, donc 0,02, et ça, c'est aussi plus petit que 10 moins 1. On le fait à chaque fois, et on va remarquer que à chaque fois, on obtient bien un résultat plus petit que 10 moins 1. Donc f est acceptable. Donc, je mets 3 petits points, parce que vous comprendrez que, bien sûr, il faut continuer tout le travail. Donc là, un petit peu plus tard dans l'année, une fois qu'on aura bien travaillé sur les listes en Python, c'est un travail qu'on pourra entièrement automatiser. Question C, donc on revient à une question plus mathématique. Le responsable financier affirme que si l'évolution des dépenses se poursuit selon ce modèle, on pourrait espérer retrouver une facture de téléphone inférieure à 3 000 €. Est-ce qu'on peut être d'accord ou pas? On va revenir à notre tableau de variation qui nous dit que, comme la limite ici, en plus l'infini c'est 3, à très long terme, on va atteindre 3 milliers d'euros. Mais ça va être à très long terme, et vous voyez qu'ici on est tout le temps au-dessus. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord avec cette affirmation? Ben non, puisqu'à long terme, la facture se rapproche de 3 000 € en restant au-dessus. Alors bien sûr, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que on peut utiliser la fonction qu'on a étudiée avant, précisément parce qu'on a justifié qu'elle était acceptable. C'est une fonction qui modélise le phénomène qui nous intéresse, donc je peux utiliser les informations dessus pour faire des projections à long terme. C'est ça bien sûr qui était attendu. Voilà pour ce premier exercice.